Bonjour à tous, donc moi je suis Raphaël Bott et je suis journaliste en littérature jeunesse dans quelques publications. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons réfléchir sur différents moyens de créer une nouvelle proximité avec le lecteur, enfant et plus particulièrement enfant et adolescent. Et ça, c'est une caractéristique non négligeable dans la façon d'essayer de tisser un nouveau lien avec eux. Et pour réfléchir ensemble à tout ça, à l'aune de toutes les expériences que vous avez pu mettre en place pendant la crise sanitaire, et bien pour répondre à toutes ces questions, je suis très bien entourée d'abord Leïla Belmeki, qui est bibliothécaire. Lydia Belmeki, qui est bibliothécaire, qui est responsable de la division jeunesse de la très grande bibliothèque de l'Alcazar à Marseille. Voilà. À côté d'elle, je vous présente Laetitia Vorep, qui est, elle, en charge de la programmation jeunesse de la Fête du Livre de Bron, donc à côté de Lyon. Voilà. À ma droite, Vincent Villeminot, donc romancier, auteur de plus de 25 romans. Alors, pour citer, vous avez participé, par exemple, à la série U4 chez Nathan, ou d'autres romans comme Des Sauvages, Nous sommes l'étincelle chez PKJ. Voilà. Et enfin, Laurence Faron, éditrice, qui est créatrice et qui dirige la maison d'édition depuis 2005 de Talent Haut. Pardon, ma phrase était dans un ordre un peu aléatoire, mais il y avait tous les éléments. Excusez-moi. Voilà. On va peut-être commencer avec vous, Vincent Villeminot, en partant de votre expérience pendant le premier confinement. Donc, pour rappeler brièvement, très, très vite, quelques jours après le début, vous avez décidé, avec votre éditeur chez PKJ, de publier un feuilleton, donc chaque soir, 18h pétantes à peu près. Ouais, c'est ça. Voilà, les lecteurs avaient... découvrez un nouveau chapitre d'un livre intitulé L'île. Et si je ne me trompe pas, fin mai, 500 pages étaient en ligne, Ça, à peu oui. près, et une version audio l'accompagnait. Voilà. Alors peut-être vous, est-ce que ça a changé quelque chose avec votre lien avec vos lecteurs? Et notamment, y avait-il une interaction chaque jour? Est-ce qu'ils réagissaient à ce que vous leur mettiez en ligne? Alors, oui, il y avait une interaction. Pas une interaction sur le contenu de ce que j'écrivais. En revanche, une interaction tous les jours, puisque au moment où on mettait en ligne le chapitre, on se retrouvait sur ma page Facebook. Je suis sur un média de vieux, moi. Et on en discutait. On s'est retrouvés parfois à 50, 100, 200 pour discuter de ce chapitre-là. Ça, c'est une première interaction concrète. Ça a permis de créer des vraies amitiés qui se sont concrétisées cette année dans des rencontres en vrai, dans la vraie vie, et pas seulement sur les réseaux. Là, je reviens de Mouansartou, dont j'avais accepté l'invitation parce que une des libraires a accompagné toutes les publications de chapitres tous les soirs. Donc, j'avais envie de la rencontrer en vrai. Voilà. Par ailleurs, ça m'a fait réfléchir à ma pratique et de réaliser qu'on était entre 4 et 5 000 tous les soirs à lire en même temps. Enfin, ils étaient, puisque moi j'avais lu avant et travaillé un peu. M'a fait prendre conscience de deux choses. D'une part, que c'était un moment de consolation. Beaucoup de gens m'ont dit, je n'ai pas réussi à lire pendant tout le premier confinement, sauf ça. Et peut-être que ça-là, c'était pas en fonction de la qualité littéraire de mon travail, mais plus le fait de savoir qu'on le faisait ensemble, au même moment. Et puis cette particularité très forte que j'ai eu effectivement des romans qui ont eu un assez grand succès de librairie, mais il ne m'est jamais arrivé en revanche d'avoir 4000 personnes qui lisent la même chose en même temps. Et c'est ce qui nous distingue du spectacle vivant. Quand on écrit des romans, chaque expérience de lecture est une expérience solitaire. Même quand on est très nombreux à avoir cette expérience solitaire sur un titre, chacun est seul. Et c'est ce qui ça a changé un peu mon regard sur
sur mes relations avec mes lecteurs et quel sens elles avaient, en ce sens. Mais cette expérience, elle est très liée au contexte. Est-ce que vous imaginez utiliser cela pour rentrer en interaction directe avec des lecteurs adolescents, pardon ? Non, je pense que c'était lié au contexte. Je pense que ça n'avait de sens de le faire que pendant le confinement, précisément parce que les libraires ne pouvaient pas travailler, parce que mes copains et collègues ne pouvaient pas publier. Donc, d'une part, je lésais personne en mettant à disposition un feuilleton gratuit. J'entrais pas en concurrence avec d'autres. Et d'autre part, je pense qu'il y a eu cet appétit-là, précisément parce que le contexte était très particulier. Et aujourd'hui, le bouquin est sorti en version papier, 1 an après. On a eu dans un premier temps, les premières semaines, des lecteurs qui l'ont acheté presque comme un souvenir du premier confinement. Et aujourd'hui, je commence à croiser des lecteurs qui l'achètent et le lisent en dehors de tout contexte du feuilleton de l'an dernier. Et je pense que ce n'est pas les mêmes lectures ou relectures. Il n'y a pas le même rapport à l'objet, à l'histoire, etc. Ça c'est certain. Par exemple, est-ce que vous avez choisi avec votre éditeur de le laisser en ligne ? Les liens Calaméo sont encore accessibles ou ils sont... Ah non, on a fermé la mise en ligne des liens Calaméo le jour où les librairies ont rouvert. Vraiment, notre propos c'était de surtout pas rentrer en concurrence avec des bouquins qui seraient vendus, parce qu'on ne savait pas à ce moment-là que l'année allait reprendre si bien pour les libraires. On se demandait si on allait vers une année de désastre ou pas. On n'avait pas... Voilà. Et puis on a appris après que pour beaucoup de libraires, ça a été une belle année. Que, voilà. Mais sur le moment, on était dans l'inconnu complet. Ouais. Alors, Laurence Farron, justement, c'est une question que nous avons un peu abordée en préparant cette table ronde, parce que vous aussi, vous avez proposé beaucoup de choses, comme certains exemples vous ont été présentés ce matin, donc beaucoup de choses en ligne, des ateliers, des lectures. Et là, vous, de quelle façon vous avez essayé de voir ce que vous pouviez garder et ce qui... à la fois respecter et le droit d'auteur et la création. Et voilà, est-ce que vous avez eu besoin de cadrer les choses pour l'après, tout ce qu'on met en ligne après ? Oui, effectivement, y compris dans les petites maisons, on a eu à cœur de ne pas perdre le contact avec nos lecteurs et nos lectrices, qui sont aussi nos prescripteurs et prescriptrices, pas seulement les lecteurs finaux, en mettant à leur disposition des choses qui existaient déjà. Donc Nathalie a donné beaucoup d'exemples très impressionnants de ce qui s'est fait à l'école des loisirs. Chez Talent Haut, on l'a fait aussi, et j'imagine que beaucoup d'autres maisons, y compris de petite taille, ont essayé de mettre à disposition des coloriages du mercredi, des extraits en ligne, des accès gratuits à des e-pubs, etc. Chose que nous avons faite spontanément dans cette espèce de période un petit peu nouvelle et très étrange, où il fallait trouver des solutions. On s'est aussi rapidement posé la question de savoir si on allait pouvoir continuer à le faire et dans quelles conditions, parce qu'effectivement, donner accès gratuit à des outils qu'en tant que maison d'édition on a développés, c'est une chose, ça ne regarde presque que nous. Donner accès gratuit à la lecture d'e-pub écrit par des auteurs ou des autrices, c'est déjà autre chose, puisque nous sommes quand même responsables du respect du droit d'auteur. Et là, il a fallu rapidement se poser des questions juridiques, tout simplement, de comment encadrer cette pratique, comment s'assurer que le copyright était respecté lorsqu'il y avait une mise en ligne, par exemple, jusqu'où allait l'autorisation de donner dans le temps, dans l'usage qui en était fait, notamment sur les réseaux sociaux, sachant que, bien évidemment, ces usages sont très rapidement évolutifs, et donc ce qu'on autorise un jour, on n'a peut-être pas pensé qu'il y aurait une faille qui permettrait de l'utiliser encore autrement dans très peu de mois. Et tout ça, je pense que c'est des questions qu'on se pose tout au long d'une vie d'éditrice ou d'éditeur, mais ça a été vraiment rassemblé dans un délai très très court et dans une période où on ne se voyait pas entre partenaires. Donc c'était un petit peu difficile parfois, notamment pour les petites structures, d'avoir accès à l'information juridique et contractuelle, d'où un travail de sensibilisation qu'on a fait collectivement. Donc, dans l'idée à la fois d'encadrer une pratique qui préexistait, je pense notamment aux lectures publiques en bibliothèque, qui ont
toujours existé et qui était un petit peu autorisé à la va-vite, parfois sans trop se poser de questions, ou en tout cas parce qu'on était entre partenaires qui se connaissaient et qui savaient qu'il n'y aurait pas d'usage dévoyé, à une ouverture beaucoup plus large, notamment sur les réseaux sociaux, où là, tout pouvait arriver. Et d'ailleurs, tout est arrivé, puisqu'on a retrouvé des lectures publiques enregistrées sur des réseaux sociaux, sur des chaînes YouTube, en total irrespect du droit d'auteur. Donc tout ça, il a fallu vraiment le mettre en place assez rapidement, et que ça irrigue aussi toute la pratique, y compris des petites maisons. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez continué à faire ? Par exemple, vous avez beaucoup développé votre chaîne YouTube. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que ça sert vraiment, qu'elle est suivie et que ça accompagne vraiment votre manière de promouvoir vos ouvrages ? Ou est-ce que vous avez l'impression que vous n'en avez plus besoin ? On ne peut plus s'en passer de toute façon. La fonction crée l'organe, et maintenant que ça existe, il faut alimenter. Donc effectivement, non seulement on continue à développer des outils de communication, effectivement notre chaîne YouTube, des podcasts, des bandes annonces de lancement, etc., avec nos petits moyens. On est obligé de le faire. La communication est incontournable dans nos métiers. Ce qui est difficile, je trouve, et qui a été accéléré par cette période tout à fait particulière qu'on vient de vivre, c'est que ça demande beaucoup de moyens finalement, techniques, intellectuels et financiers, parce que alimenter une chaîne YouTube, faire des lives Instagram, ça demande des compétences qu'il faut développer ou qu'il faut acheter. Et bien évidemment, je trouve que ça a accéléré d'une certaine façon la concurrence entre les grosses maisons qui ont les moyens en interne de développer, les grands groupes, de développer ces outils nouveaux, et les plus petites, je ne parle pas que pour moi, qui forcément sont toujours un petit peu à la traîne, parce que créer un poste de community manager, ça a un coût important, et quand on est 2, 3, même 6 comme chez Talent Haut, c'est un gros poste. Donc je pense que la crise a aussi accéléré un mouvement d'inégalité entre les structures en fonction des moyens qu'elles peuvent mettre en place. Côté salon du livre, vous, Laetitia Vorep, vous avez choisi à Bron, donc la première édition, donc en 2020, a pu avoir lieu quelques semaines, juste avant donc 15 jours avant le confinement. Donc vous avez été dans cette réflexion l'année suivante, en 2021. Vous avez élaboré plusieurs scénarios pour finalement aboutir à un tout numérique. Voilà, qui a duré un peu plus longtemps, donc étalé sur 3 semaines. Mais pour résumer un petit peu, en gros, aujourd'hui, vous avez la principale conséquence, c'est que vous avez choisi de créer un média, donc de créer, en plus de votre salon, une présence numérique perpétuelle. Oui, effectivement. Alors c'est quelque chose qu'on avait déjà en tête déjà depuis quelques années, l'idée aussi parce que les salons du livre, les festivals de littérature tels que la Fête du Livre de Bron, voilà, on a un temps de parole qui est relativement court, enfin, c'est quelque chose de toujours très éphémère. Nous, notre festival, il dure 1 semaine. Et voilà, il peut y avoir énormément d'auteurs, énormément de propositions artistiques, mais tout ça resserré sur un temps très réduit. Et vous imaginez bien que pendant toute l'année, on fait une veille sur la littérature en général, puisque la Fête du Livre de Bron est généraliste. On a une partie dédiée à la jeunesse, mais c'est un festival généraliste. Et que voilà, on souhaitait avoir pouvoir prendre la parole de manière plus régulière au fil de l'année, au gré des actualités, pour dire le monde, dire notre époque de manière un peu plus spontanée, et ne pas attendre le mois de mars. Et donc effectivement, alors on a attaqué la précédente année en s'accrochant, enfin comme beaucoup d'ailleurs dans tous les lieux de culture, en se disant que ce que le public voulait après après plusieurs mois de confinement, c'était évidemment de se retrouver. Donc on y a cru, on a tenu bon aussi parce que notre métier dans les festivals de littérature, c'est de faire se rencontrer les livres, les auteurs et le public. Enfin, c'est vraiment, et c'est ce que décrivait Vincent tout à l'heure, enfin, c'est vraiment l'idée du partage, enfin, c'est un moment commun, donc ça restait important pour nous. Et puis on a dû à un moment donné, on n'avait pas le choix, donc on a cherché des options et on a effectivement
modifier notre projet pour pouvoir exister, pour que les auteurs avec lesquels on avait imaginé construire cette programmation pour 2021 puissent être présents, que le public qui nous attendait puisse rencontrer les livres et les auteurs, enfin qu'il se produise quelque chose dans un temps où on est tous pareils, on attendait, on était avides de rencontres, de culture, et voilà, donc c'est ce qui nous a guidés. Et bon, alors évidemment, on avait quand même le recul, et c'est vrai qu'en 2020, beaucoup d'événements ont dû faire dans un temps très court. Ils ont dû passer en numérique, finalement, sur un temps très court. Là, on avait quand même plusieurs mois de recul, et on avait une idée bien précise de ce qu'on pourrait faire en mars 2021. Et donc effectivement, on a décidé à partir de notre festival qui dure habituellement une semaine, on a décidé de s'étaler dans le temps, de passer d'1 semaine à 3 semaines et de proposer une grille de programme avec des rendez-vous d'une semaine sur l'autre, alors que ce soit des rendez-vous en live, enfin vraiment des directs, puisque ça restait important pour nous. Enfin, vraiment l'idée aussi Pardon, vous vous adressiez aux enfants directement, aux enseignants, aux parents. Vous avez choisi quel ton pour toutes ces vidéos, et surtout peut-être insister sur ce que vous utilisez aujourd'hui pour votre média. La suite. Alors c'est vrai que l'enfant l'adresse à l'enfant est particulière. Enfin, elle pose beaucoup de questions. C'est-à-dire qu'on a imaginé plusieurs formats. Alors évidemment, des formats qui seraient précisément adaptés aux enfants. Alors là, on va plutôt sur des formats d'ateliers, enfin vraiment des choses à faire. Alors je dis adresse à l'enfant, mais pour moi c'est aussi important qu'il y ait une adresse parent-enfant. Enfin, on a travaillé avec des auteurs-illustrateurs qui ont proposé des temps d'ateliers à faire en famille. Enfin, vraiment l'idée c'était que ce soit pas, qu'on mette pas un enfant seul derrière un écran et puis débrouille-toi et occupe-toi. Non, c'est vraiment l'idée de la transmission. Enfin, voilà, et d'ailleurs je pense que nous, notre façon de travailler avec le public jeunesse, c'est aussi de s'adresser aux parents, mais aussi aux médiateurs, enfin voilà, aux différents relais, puisque parce que à leur tour, ils vont pouvoir toucher des publics différents. Voilà. Après, je parlais des rendez-vous en direct et en live, et ça, enfin, on y tenait parce que pour cette idée quelque part de partage, de moments communs, c'est aussi de savoir qu'on est tous derrière notre écran, que l'auteur en face nous parle et qu'il se passe quelque chose à un moment donné. Je pense que c'est extrêmement fort, et la parole de l'auteur est forcément différente. Il y a une intensité, je pense, qui se crée, qui est là et qui est... alors forcément, quand on fait parler des auteurs et qu'il y a, comme vous, Raphaël, un journaliste, et c'était des rencontres en tout cas qui étaient adressées à partir de 8-10 ans. Voilà, on n'était pas sur des rencontres pour les tout petits, puisqu'évidemment la parole d'un auteur ne va pas être la même. Enfin, il y a toujours cette réflexion-là de à qui on s'adresse. Voilà. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, je trouve, qui est important et qui est singulier peut-être dans la fête du livre d'Obron, qui, comme je vous le disais, est un festival généraliste. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces temps de débats, de rencontres en direct ont été mêlés à des temps de rencontres et débats en direct avec des auteurs de littérature générale. Et on a assisté quand même, on a eu un public d'adultes qui a pu entendre nos auteurs de littérature jeunesse. Et je trouve que c'est aussi replacer à un endroit une parole d'auteur, qu'il soit jeunesse ou adulte, peu importe, mais voilà, une parole d'auteur, une parole d'artiste. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je trouvais intéressant. Voilà. Et puis, dernier point, peut-être autre forme qui s'adressait vraiment plus précisément à des enfants, ça a été des temps qu'on a travaillé avec les auteurs, des temps de performance, de rencontres performance, qui se passaient en direct, mais qui avaient été construites au préalable avec les auteurs, des fois, parfois des duos d'auteurs. Voilà. Et alors, pour répondre à votre question pour la suite, pour le média. Est-ce que ça vous sert, cette présence en distanciel, en numérique aujourd'hui? Est-ce que vous voulez que ça vous serve à conquérir un nouveau public dans votre salon, à toucher des jeunes lecteurs, pour rester vraiment sur la jeunesse qui n'aurait pas été atteint, entre plein de guillemets, auparavant? C'est certain, c'est-à-dire que sur le temps du festival, le public jeunesse, le public familial, il est là, il est présent, et il est plutôt en développement. Enfin, c'est vrai qu'il y a de l'intérêt, et ça, c'est quelque chose dont on peut se réjouir.
Mais il n'empêche que voilà, c'est sur un temps donné, c'est sur un territoire donné, et que on a tenté des choses pendant ce festival en numérique qui nous permettent aussi de donner la parole aux auteurs différemment, de dire d'autres choses, de proposer des mini-documentaires sur les auteurs, de faire rentrer le public dans les ateliers des artistes, qui est quand même quelque chose qui n'est pas possible et qui et aussi dans les formats aussi. Je pense que c'est aussi intéressant parce que on parlait ce matin des réseaux sociaux qu'on peut diaboliser, mais en même temps c'est aussi un endroit où se trouve une certaine catégorie de lecteurs, les jeunes lecteurs, et qui peut-être vont être plus sensibles à un moment donné. Ah tiens, une vidéo qui a un format un peu plus attractive, en tout cas qui pourrait reprendre les codes de vidéos qu'ils pourraient voir sur d'autres esthétiques. Voilà, là, il se trouve c'est du livre, c'est de la littérature, et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ouvrir ce livre dont on me parle là, et pourquoi pas écouter ce que cet auteur a à me dire. Et voilà, c'est ça qui nous intéresse. Après, il faut rester vigilant et rester fidèle à ce qui nous anime. Nous, c'est rester exigeant, enfin en tout cas qui est quand même toujours l'idée que la parole de l'auteur soit pas trahie, qu'on n'aille pas sur des formats trop faciles, ou voilà, c'est d'arriver avec tout ça à rester qui on est et ce qu'on veut faire, à savoir donner les bonnes conditions pour que les auteurs soient bien mis en valeur. Vous, Vincent Villeminot, vous avez pris une lourde décision suite à ce confinement, c'est que vous avez décidé de rester sur votre réseau social de vieux, pour reprendre la façon dont vous l'avez qualifié. Oui, je suis resté sur... je m'apprêtais à quitter Facebook et puis j'ai décidé d'y rester parce que effectivement j'ai noué des liens. En revanche, j'ai pris une autre décision, c'est de me faire un an sans salon, au moins, pour réfléchir à ce que j'y fais. Voilà. Parce qu'en définitive, effectivement, par rapport à ce que vous disiez, pourquoi pas une vidéo, etc., une forme, et vous avez dit, mais c'est du livre. Non, c'est pas du livre, c'est de la vidéo à propos de livre. Et c'est pas pareil. Et moi, en fait, je suis rentré dans une réflexion sur ce truc-là. Dans les salons, je ne vois pas des ados lecteurs. Je vois des familles de lecteurs avec leurs ados, poussant les ados lecteurs dans le dos pour qu'ils viennent nous voir. Je vois des jeunes gens curieux, mais qui ne sont pas encore lecteurs. Et dans les rencontres scolaires, ceux qui s'adressent à moi le plus sont ceux qui écrivent, mais qui s'adressent à moi plus en tant qu'écriveur qu'en tant que lecteur. Et puis, les non-lecteurs. Et les profs sont toujours sidérés, mais c'est incroyable, machin, il a parlé, etc. Voilà. Et il me semble qu'il y a, à l'adolescence au moins, un rapport au livre. Là encore, je parlais de rapport solitaire, de rapport un peu secret. Et donc, moi, quand on m'a envoyé le sujet de la table ronde, la question que je me suis posée, c'est pourquoi une proximité avec les lecteurs ? Si moi, romancier, j'ai bien fait mon taf, si j'ai fait mon travail, mon roman suffit. Et je n'ai rien d'autre à en dire, au moins moi, en tant qu'auteur. Éventuellement, d'autres ont à en dire, mais pas moi. Donc, le seul salon que je vais faire cette année, c'est un salon où je vais avoir la chance d'animer les tables rondes pour d'autres auteurs et autrices. Et peut-être que j'aurai un truc intelligent à dire sur leurs bouquins à eux, mais sur les miens, pendant un an, je me tais. Et je vais voir cette expérience-là parce que je suis troublé. On m'avait toujours dit les salons, c'est important pour rencontrer des nouveaux lecteurs, etc. Pendant un an, il n'y a pas eu de salon. Alors, d'une part, on a vendu autant de livres. D'autre part, on a des personnes qui sont rentrées en librairie alors qu'avant, elles n'y rentraient pas. Pour des raisons bonnes ou mauvaises, pour les raisons de passe culture, etc. Et je voudrais surtout pas... On a parlé beaucoup de monde d'après, et j'ai le sentiment là, il y a une urgence, une impatience que j'ai vue à Mouans-Sartoux ce week-end, de se retrouver tous. Un truc très joyeux. On sent que le public, les auteurs, tout le monde jubile de se retrouver. Mais je ne voudrais pas que cette jubilation nous empêche de réfléchir à qu'est-ce qui s'est vécu pendant ce temps
d'1 an, qui a été une expérience très particulière, et quelles leçons en tirer. J'en tire surtout pas la leçon qu'il faut supprimer les salons, je vous rassure, mais je veux au moins en tirer la leçon de qu'est-ce que j'y fais, pourquoi j'y vais, pourquoi est-ce qu'on y va, quel sens ça a quand on est face à un public d'ados qui ne veulent pas nous rencontrer. Parce que moi, quand j'étais ado et que je bouquinais, je voulais surtout pas rencontrer un auteur, et que les 3/4 des ados que je croise, qui sont des gros lecteurs, ils n'ont pas envie de me parler. Et je les vois arriver, bredouiller un « j'aime beaucoup ce que vous faites ». Éventuellement, ils ont envie d'une signature sur leur bouquin, mais surtout pas de me parler. Et paradoxalement, ils vous parlent davantage sur un réseau social ? Non. C'est pas eux, avec eux que sur vous communiquez ? Facebook, je suis qu'avec des adultes, avec des prescripteurs. Je sais pas si sur Instagram ils dialoguent, mais sur Facebook, je ne suis qu'avec des vieux. Je suis pas avec les ados. Et après, j'écris en jeune adulte, donc j'ai une bonne moitié de mes lecteurs qui sont des vieux. Sans insulte, hein, on l'est tous. Mais pour de vrai, les ados, je les croise extraordinairement peu. Les seuls échanges que j'ai avec eux, c'est avec certains qui écrivent et avec qui on échange par mail ou par MP sur Facebook, mais jamais sur un post où je fais mon malin, non, jamais. Lydia Belmeki, alors vous, c'est une problématique assez différente, parce que ce que vous rencontrez, alors vous avez été totalement fermé et coupé de votre public pendant de longues semaines, et aujourd'hui vous faites face à une très grosse désaffection du secteur jeunesse, et finalement la présence numérique est pour vous, même pour le futur, pour aborder le futur, pour faire revenir vos jeunes lecteurs, et pas du tout une solution envisagée. C'est pas par le numérique que vous avez envie de passer, j'ai cru comprendre. Bonjour, c'est vrai notamment parce que les bibliothèques, dont celle où je travaille, sont sur ces fameux réseaux sociaux de vieux qu'on a évoqués, et je suis totalement d'accord avec Laetitia sur la particularité qu'il y a à s'adresser au public jeunesse. En bibliothèque, ça a été, surtout pour les bibliothécaires jeunesse, pour qui la médiation est une évidence, ça a été extrêmement troublant de se rendre compte qu'on n'avait plus de contact direct avec les enfants, que les enfants n'avaient plus de contact direct avec les livres, parce qu'il y a aussi plein d'enfants qui ne veulent pas nous parler, mais qui viennent fouiller dans les bacs et prendre ce qui leur fait plaisir directement en contact avec les livres. Et les deux grosses solutions des bibliothécaires, qui ont fait vraiment, je pense, du mieux qu'ils ont pu, ça a été... pendant le confinement total, de développer un maximum de médiation numérique. J'en profite pour remercier encore tous les éditeurs qui nous ont autorisés à faire des lectures en ligne, mais aucun enfant n'allait spontanément sur... Nous, on a voulu faire ça parce que ça nous a paru le plus évident, le plus facile. On a fait ce qu'on savait faire avec une caméra, mais aucun enfant n'est allé sur Facebook pour chercher ça. Au mieux, on est tombé sur des parents ou sur d'autres bibliothécaires qui trouvaient ça super et qui ont fait la même chose. Et donc aujourd'hui, vous menez quelle réflexion ? Vous avez plutôt envie de les faire revenir de quelle façon ? Enfin, c'est pas envie, mais comment vous avez... Quelle solution vous trouvez ? Je vais pas vous mentir, c'est compliqué avec le pass sanitaire. Pour l'instant, disons qu'en tant que bibliothèque, je crois pas qu'on soit déjà à cette étape-là de... pour les salons, ça va être la même problématique pour les enfants. Mais voilà, la deuxième solution, c'était... parce que je vous ai dit, il y a eu les choses numériques, il y a eu la mise en place progressive de la réouverture, avec d'abord des drives, et puis des ouvertures de la bibliothèque, mais sans possibilité de s'asseoir, juste pour faire des opérations de pré-retour. Donc, pour le coup, un retour en arrière aux années 70. Je vous parle pas de la quarantaine. Et dans toutes ces étapes, en fait, il y a eu énormément d'allers-retours. Au début, il y avait 4 phases à partir du mois de mai. Et puis, on est parti à la phase 2 parce qu'il y avait le confinement de novembre. Mais là, on était moitié essentiel, donc on a rouvert. Et là,
les grèves de mes collègues parlent d'elles-mêmes dans beaucoup de villes. Le pass sanitaire, c'est encore quelque chose qui nous éloigne des enfants. Là où toute la profession commençait, surtout en jeunesse, on adore ça, à se dire c'est super, le tiers-lieu, on est dans l'accueil. Là, il va falloir demander à des enfants s'ils ont moins de 12 ans et 2 mois. Donc on n'a pas le choix. Hein. Il y a des bibliothèques qui ont trouvé des parades, mais disons que pour l'instant, on ne voit pas la sortie de crise en bibliothèque. Après, ça ne nous empêche pas de nous questionner sur ce moment de crise et peut-être de décision qu'il y a à prendre. C'est quelque chose qui arrivait régulièrement dans la journée. D'ailleurs, j'avais appris il y a quelques années que décision et crise, ça partageait une étymologie commune. Je ne sais pas si vous savez, c'est crinen en latin. Merci Edgar Morin. Et cette idée me traversait beaucoup la tête, de me dire que malgré tout, il ne fallait pas rester, on va dire, pardonnez-moi l'expression, la tête dans le cul à cause de cette crise, et qu'il fallait essayer de se réinventer. Donc par rapport à ça, on a repris un peu ce qui ronronnait dans la bibliothèque, et en se disant qu'est-ce qu'on peut réinventer sur les accueils de classe, comment est-ce que on peut voir autrement la présence des auteurs dans la bibliothèque, par rapport notamment à la forme très convenue d'ateliers pour les enfants qui ne convient pas forcément à tous les auteurs. On a beaucoup réfléchi avec une partenaire avec laquelle j'aime beaucoup travailler, qui est responsable d'un master métier du livre à Aix-en-Provence, sur faire des résidences d'auteurs, mais qui ne soient pas toujours avec la forme d'ateliers pour les enfants, mais qui soient peut-être des ateliers in situ dans la bibliothèque. Enfin bref, pour l'instant, c'est que des réflexions, parce qu'encore une fois, c'est pas encore l'heure pour les bibliothèques de retrouver notre public enfant, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est des idées qui nous sont venues avec vraiment tardivement, parce que on a passé tellement de temps à juste essayer de retirer les rubalises et les panneaux sens interdits partout dans nos lieux. Je pense que, pour le coup, cette crise a fait beaucoup de tort à la dignité de ces établissements qui sont censés accueillir tout le monde le plus possible, et on s'est retrouvés à les fermer, à mettre des gestes barrières. C'était vraiment très, très désarçonnant, et c'était difficile du coup de rebondir. Vous évoquez aussi des idées, des choses qui peuvent peut-être inspirer certains d'entre vous, aussi très concrètes en récompensant des enfants. Est-ce que vous pouvez parler de cette expérience et ce que ça en a dit? Oui, c'est un livre, vous savez tous que les livres c'est essentiel, d'une conservatrice de musée américaine qui s'appelle Nina Simons, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, qui a écrit un livre qui s'appelle The Participatory Museum, et dans lequel elle s'inquiète de la fréquentation en baisse dans les musées. Et j'ai trouvé que cette lecture était très intéressante par rapport au lieu de bibliothèque, parce qu'à la fois on se rendait compte qu'on avait des atouts par rapport au musée, truc tout bête, comme on prête des livres, les usagers sont obligés de venir nous les rendre, alors que dans les musées, personne n'est obligé de revenir. Donc on a déjà quelque chose qu'ils n'ont pas, à savoir la possibilité d'avoir une relation dans la durée avec nos usagers. Et puis elle m'a aussi incité à voir le public pas comme juste une masse homogène, comme on a souvent tendance à le faire, et qui a été une grosse erreur vis-à-vis du public jeunesse pendant le confinement, puisque la raison pour laquelle on a eu toutes ces super idées du drive et des trucs numériques, c'est parce qu'on s'est dit, qu'est-ce que souhaite le public? Il souhaite emprunter des livres, machin. Mais je vous le donne en mille, quand je vous dis le public, vous imaginez un adulte. Le public, c'est un adulte, en fait. Alors que nous, les bibliothécaires jeunesse, on s'adresse à des enfants, mais fatalement, quand on se dit le public, c'est des histoires d'adultes qui nous viennent, des besoins d'adultes. Et je pense que d'apprendre à réfléchir avec
cette manière un peu plus UX design, on va dire, avec des parcours utilisateurs qui... Bon, ça aussi, c'est la mode en bibliothèque, hein, qui prennent en compte voilà, des petits personnages qui ont chacun des besoins spécifiques. Ça nous aiderait à l'avenir à au moins mieux prendre en compte les besoins des enfants. Et par exemple, un truc tout bête, effectivement, qu'on a fait, c'est que on a valorisé les meilleurs lecteurs de l'Alcazar. On leur a offert des bonbons et des livres. Parce que vraiment, ils sont trop forts, quoi. Il fallait comprendre quand la bibliothèque était ouverte. On a réduit les horaires d'ouverture. Ils n'avaient plus le droit de s'asseoir. Je ne vous cache pas que l'inventaire n'est pas tout à fait à jour sur le catalogue, donc c'est pas évident de s'y retrouver. Et ça, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif pour nous, parce que les bibliothécaires, généralement, ils aiment bien aller chercher les noms publics pour les faire venir et les faire lire. Et là, de récompenser les lecteurs qui nous adorent déjà, c'était pas forcément une habitude. Et en fait, c'était des super belles rencontres. Ça a été une surprise parce qu'on s'attendait à des jeunes filles. En fait, c'était des petits garçons entre 10 et 14 ans. Sur les 10 qu'on a récompensés, il y avait 7 garçons, 4 filles. Non, ça fait 11. Oui, parce qu'en fait, on a rajouté la plus petite. Elle avait 7 ans. Et du coup, avec l'idée de se dire, une idée totalement piquée à Nina Simons, mais que ces enfants sont des ambassadeurs qui vont dire du bien de la bibliothèque à leurs amis, qui vont se sentir valorisés d'avoir été reconnus par l'institution. En plus, Alcazar, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est vraiment classe sur le cours Belzins. Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu. Et voilà, tout ça, c'est des petites expériences, disons, qu'on a essayé de mettre en œuvre pour changer notre point de vue sur ce public, voilà, qui était juste une masse, en fait, qu'on voit beaucoup de manière quantitative. C'est pratique en bibliothèque, on a plein de chiffres, on a les entrées, on a le nombre de prêts, mais là, de faire ces petites rencontres, c'est vrai, avec ces 10 enfants qui ont eu un petit ticket d'or à gratter, trop bien. C'était quelque chose de nouveau qui, j'espère, nous met sur une piste pour retrouver du public, parce que, comme vous le dites, on n'a pas retrouvé le public qu'on avait l'habitude d'avoir à l'Alcazar. Et vous aviez fait également des choses en numérique, vous aviez proposé des vidéos. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez complètement abandonnées en vous disant on se concentre sur ces rencontres, sur ces créations d'ambassades, de petits ambassadeurs? Alors, les vidéos, oui, parce que pour le coup, il y a une page YouTube de la bibliothèque qui s'est mise en place. Je pense que c'était une très bonne chose pour les adultes, ou pour vraiment des conférences de la nature de celle-ci, parce que il y a une salle de conférence de 300 places à la bibliothèque, donc il y a vraiment parfois des grands événements pour lesquels c'est intéressant d'avoir une prestation filmée, mais nos heures de compte, non. D'autant plus qu'il se posait plein de questions de droit. On s'est posé la question, est-ce qu'on va faire des petits ateliers origami en ligne? Mais il y en a plein des super. Donc ce qu'on a gardé, c'est... on faisait des petits coups de cœur sur Twitter, grâce à un petit outil de facilitation graphique en ligne qui permettait de faire un truc un peu joli. Et on se dit qu'on aimerait bien en faire un petit catalogue qu'on donne à Noël. Enfin, vous voyez, on revient sur le truc à l'ancienne, quoi. Nous, ce qu'on voudrait, c'est plus de livres et plus de public. Donc, disons qu'on a fait un petit détour via les réseaux sociaux. Et je pense que c'est très utile pour les adultes, notamment voilà, pour des bibliothèques de référence qui proposent qui ont un vrai budget pour l'action culturelle, qui peuvent faire venir des personnes qu'on n'a pas souvent l'opportunité d'entendre. Mais pour les enfants, si on doit passer par l'écran pour faire autre chose avec eux, ok, mais pour moi, je pense que c'est surtout juste un passage, quoi. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Et puis on n'a pas tellement les compétences aussi, très honnêtement. Vous avez évoqué la question du budget, justement, Laetitia Vorep. Est-ce que c'est des choses qui changent beaucoup le budget d'un salon, de multiplier comme ça, de poursuivre sous forme de médias et de multiplier les offres, notamment les visites d'ateliers, les visites... Oui, effectivement. Il y a
quelque chose qui est fondamental, c'est d'une part, déjà rémunérer les auteurs, les intervenants. Donc ça, c'est quelque chose, ça fait partie de c'est dans nos missions. Et par contre, effectivement, il y a une couche supplémentaire et on n'avait pas idée que c'était des coûts si importants. Mais effectivement, tout ce qui est prestations vidéo, ça a un coût. C'est un coût vraiment très conséquent. Et voilà, nous, on s'est structuré cette année pour le prochain exercice pour pouvoir porter ce média. Mais à terme, c'est des choses qui... Voilà, dans notre développement, dans le développement du projet, il va falloir en tenir compte et que nos partenaires nous suivent. En tout cas, on travaille à ça. Parce qu'effectivement, c'est pas... c'est conséquent. Et sur la question du public... de lecteurs adolescents, est-ce que vous avez eu l'impression que ça pouvait faciliter les choses ou comme le disait Monsieur Vincent Vimino, que c'était pas forcément acquis, que c'était... Je le rejoins tout à fait, c'est-à-dire que les adolescents, et je vais parler précisément pour la fête du livre de Bron, c'est une cible qu'on a énormément de mal à toucher. Et d'ailleurs... Voilà, finalement, pour ce qui nous concerne, on va privilégier plutôt des projets d'action culturelle à l'année avec des publics scolaires ou sur des groupes constitués, plutôt que de se dire que, plutôt que d'espérer programmer une rencontre et qu'il y ait des hordes d'adolescents qui débarquent pour rencontrer un auteur. Ça arrive peu. Ça peut arriver, mais ça arrive peu. Et effectivement, c'est souvent des parents qui ont poussé les ados à venir. C'est vrai que l'adolescent, il préfère lire seul chez lui et peut-être en parler avec sa bande de copains, mais venir c'est pas rien de se déplacer, de venir dans une salle et de venir bonjour Vincent, c'est quand même... Mais c'est déjà pas rien quand on est adulte. Je veux dire, quand on est sur un salon et qu'on va voir un auteur qui est important pour nous, moi ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, j'allais pas dans les salons du livre avant d'être auteur, et j'ai découvert les salons du livre en y étant invité, et je me suis retrouvé 2 ou 3 fois avec des auteurs qui ont été importants dans ma vie. Je suis allé essayer de leur dire... Mais rien que le dispositif, l'auteur est assis, t'es derrière la table et tu finis par dire j'aime beaucoup ce que vous faites et tu bafouilles et c'est voilà pour les ados qui sont pas forcément plus à l'aise que nous dans les interactions sociales, pas moins mais pas plus quoi. C'est juste impossible quoi. C'est juste impossible. Donc voilà mais je trouve ça intéressant. Que ça ouvre des nouvelles réflexions et par rapport à ce que vous disiez sur les salons, moi j'ai eu l'expérience l'an dernier que tous les salons auxquels j'étais invité ont tout fait pour nous rémunérer alors qu'on venait pas, chapeau, et que entre il y a 1 ou 2 salons qui ont été empêchés 2 fois, ceux qui étaient au printemps, entre l'année dernière où on a fait des prestations vidéo Zoom et cette année où on était parfois invité sur place, filmé avec des moyens professionnels, etc. Donc, où il y avait une table ronde, certes pas en présentiel, mais où nous, les auteurs qui étions en table ronde, on était réunis, c'était filmé par des pros, etc. On a vu la différence. Et que là, en 1 an, il y a eu des choses qui ont été apprises, certes qui ont des coûts, mais aussi qui sont très impressionnantes et qui valent le coup. Et moi, j'ai des retours de lecteurs aussi qui me disent je ne pouvais jamais aller à un salon, en revanche, j'ai accès à ces vidéos-là. Et peut-être qu'il y a des publics pour qui ça a changé la vie en mieux. De même pour beaucoup de libraires d'ailleurs qui se sont effectivement mobilisés pour mettre en route des lives Instagram, ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant, qui ont eu beaucoup de succès et qui maintenant le pérennisent puisque eux aussi dans la chaîne du livre ont pris leur part à cette mutation. On revient un petit peu en arrière, comme on le disait tout à l'heure, mais il en reste quelque chose. Et je crois que notamment l'ouverture de beaucoup de librairies sur le monde extérieur avec des événements qu'ils ne pratiquaient pas avant, peut-être parce qu'ils n'en ressentaient pas un besoin aussi crucial, ça va rester et ça va ouvrir aussi sur d'autres pratiques et d'autres rencontres avec les lecteurs et lectrices. Et l'expérience du feuilleton comme façon de publier, est-ce que ça pourrait se refaire ou par exemple juste pour un début de roman et essayer de... C'est physique quand même. Non, moi j'ai écrit effectivement 500 pages en 2 mois, j'ai terminé sur les rotules.
après, avant de publier la version papier, il a fallu retravailler un peu le texte, parce que les lecteurs qui acceptent... il y a un contrat de lecture avec le lecteur qui lit un chapitre que tu écris par jour. Il sait qu'il y a d'une part des logiques de narration. J'avais besoin de capter mes lecteurs tous les jours. Je ne pouvais pas m'autoriser de temps faible dans le roman, alors qu'ils sont essentiels dans un roman. Et puis ils acceptaient que parfois la qualité... t'écris 15 heures par jour, c'est édité la nuit. J'avais la chance d'avoir 2 éditeurs qui t'a fait toutes les nuits pour éditer mon texte, pour être sûr quand même mais c'est pas les conditions idéales pour... Donc, on est content que le texte ait 2 vies. Une vie comme feuilleton, où il a une vie super belle, pour plein de personnes, mais aussi dans plein de collèges, etc. Et puis une vie en librairie, où le texte, on a eu le temps de se poser un peu pour le retravailler et puis essayer de retirer certaines de ses faiblesses. Ouais. Donc à vous écouter, on va peut-être pas complètement tous désinstaller nos logiciels de Zoom, Teams et autres trucs, mais bon, on va essayer de faire autrement. Mais est-ce que dans toutes vos expériences, il y a eu, à contrario, des fausses bonnes idées, des choses que vraiment vous êtes sûr que ça, non, faut pas le faire? Oui. On a tenté des rencontres libraires, bibliothécaires du lundi matin, une fois par mois. La première, on a eu beaucoup de monde, peut-être parce qu'on était un petit peu en avance. Et puis après, tout le monde s'y est mis. Et là, on n'avait vraiment pas assez de monde pour justifier la mobilisation. Donc on a recyclé notre matériel. Là aussi, on a parlé de recyclage de nos pratiques. On l'a modernisé, mais là, on n'a pas fait le poids par rapport aux autres. Et vous autres? Il n'y a rien que vous... Non, plutôt... Enfin, pas un regret, puisqu'on a fait aussi dans les temps dont on disposait, mais peut-être d'arriver à trouver davantage d'interactivité. C'est-à-dire que quand il y a une rencontre en ligne, ouvrir un chat, c'est pas satisfaisant, enfin, c'est pas suffisant, et donc d'arriver à trouver des formats pour que le public il soit là. Et là, on travaille dessus pour... Surtout un public enfant. Oui, voilà. Là, par exemple, on lance une série où l'entretien avec les auteurs, il est mené... les questions, ce sont des questions d'enfants. Donc ça décale un petit peu le... Voilà, alors on ne voit pas d'enfants à l'écran, mais c'est un petit peu différent. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on va essayer de travailler. Vincent? Moi, j'ai un gros regret... il y a une pétition qui circule. J'ai un gros regret qu'il y ait un pass sanitaire imposé aux bibliothèques actuellement. Mais et on espère que ça va vite s'arrêter, quoi. Ouais. Je ne sais pas si dans la salle, vous avez des questions pour l'un ou l'autre de nos interlocuteurs. Non. Il est 16h39. J'avais jusqu'à 16h30. C'est l'heure du goûter. On pourrait parler de woke, on aurait peut-être des questions. Voilà. Une dame, peut-être. Attendez. Merci beaucoup. Bonjour, Marianne Cossera, je suis responsable du pôle Livre et Médiathèque de l'Institut français. On n'a pas évoqué dans votre discussion le mot de lassitude médiatique par rapport à l'offre présentielle distancielle. Alors dans le réseau fait de l'Institut français, évidemment, on a basculé dans tout ce qui était distanciel, ce qu'on me dit maintenant. Mais on s'est aperçu un an après que même si certains de nos dispositifs avaient rencontré un succès assez fort au tout début, même avec des moyens assez artisanaux et qu'on était monté en puissance justement sur la réalisation, il y avait une lassitude médiatique qui fait que les dispositifs en fait ne rencontraient plus un succès tel qu'on aurait pu penser. Par contre, d'autres dispositifs ont très bien fonctionné et continuent, et on continue à les mettre en œuvre.
mais sur des paramètres qui ne nous paraissaient pas aussi logiques et évidents au départ, en fait, quand on les a menés. Et ça m'aurait intéressé de voir par rapport... alors peut-être que comme le public n'est pas encore totalement revenu en bibliothèque, vous n'êtes pas revenu à un mode de fonctionnement normal. Après, je ne sais pas si le mode de fonctionnement normal va revenir. Mais cette nouvelle équation, en fait, entre distanciel et présentiel évolue en permanence, je trouve. Ce qui fait que c'est difficile de faire des constats et ça m'aurait intéressé par rapport à des événements, des manifestations, de voir comment ce ratio se met en œuvre. Après, j'ai bien compris que c'était plus compliqué pour des petites maisons d'édition d'avoir un community manager, mais est-ce que ça semble maintenant essentiel en fait aussi, le fait de pouvoir produire des dispositifs numériques? C'était plutôt... Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce que vous voulez dire par la lassitude médiatique. Je peux commencer par répondre sur ce que vous me demandez par rapport au ratio présentiel, distanciel, par rapport à la programmation culturelle qui est proposée en bibliothèque. Pour ce qui dépend de mon service, enfin de ma façon de voir, tout est en présentiel. À partir du moment où le confinement strict a cessé, c'est-à-dire mi-mai, la bibliothèque a commencé à rouvrir. Et mon point de vue, c'est qu'on ne touchait pas les enfants avec les outils numériques qu'on mettait en œuvre et que les adultes qu'on touchait avec notre présence sur les réseaux sociaux avaient largement de quoi faire avec d'autres ressources numériques produites par des professionnels du numérique, enfin des trucs, des médias, d'autres ressources plus pertinentes que celles qu'on pouvait proposer. Donc en fait, il n'y a plus rien de distanciel parce que je considère que ça ne s'y prête pas pour le public jeunesse et que, comme je disais, on n'a pas spécialement de compétences non plus. Vous, je rebondis, Vincent Villeminot, vous avez fait une mise en voix, une lecture aussi de Lille. Est-ce que ça peut être aussi une forme on pourrait multiplier autour des podcasts littéraires qui... C'est possible. Après, là, c'était lié au fait que j'étais confiné avec ma famille, que j'ai une fille qui fait du théâtre, une autre qui fait de la musique et qu'elles pouvaient pas suivre leurs études pendant cette période-là. Donc, elles se sont mises au boulot et elles ont créé cette version audio et qui avait les moyens, parce que il y avait les moyens de proposer une version semi-pro, sentant encore un peu l'artisanal, parce que c'était une période d'artisanal. Par rapport à ce que vous disiez sur la lassitude médiatique, nous, comme auteur et autrice, on a vécu un truc, j'en parlais avec Marion Brunet, on s'est entendu pour la première fois en table ronde. Parce que les tables rondes avant n'étaient jamais enregistrées et que là, elles ont été diffusées. Et du coup, on est un certain nombre à avoir décidé d'en faire moins. Parce qu'on se pensait parfois plus intéressant qu'on est en vrai. Donc c'est un bon exercice de modestie. Moi aussi, pour rebondir sur cette question de la lassitude médiatique, je pense que ça nous oblige, je pense qu'on a bien conscience de ça aussi, parce qu'à titre personnel, on a tous été submergés. Voilà, il y a un moment, on a juste envie de passer à quelque chose de plus concret. Et bon, stop, nos listes à rallonge de podcasts, etc., qu'on n'écoutera jamais, on laisse tomber. Mais je pense que ça nous oblige tous, il me semble, et c'est précisément ce par quoi commençait Vincent, mais ça nous oblige à réfléchir, en fait, à chaque chose qu'on va proposer, chaque nouvelle chose, mais que ce soit en réel ou en numérique. Enfin, je pense que c'est ça qu'on peut retenir de cette période, c'est qu'on a tout questionné. Et moi, j'espère qu'on va continuer en fait à le faire parce que c'est super intéressant, ça nous fait bouger, ça fait bouger nos métiers. Enfin, je pense que ça va vraiment faire bouger en profondeur un paquet de choses dans la chaîne du livre et il y a beaucoup de positifs, il me semble. Donc c'est une conclusion de notre table ronde. Nous allons désormais réfléchir.